Bonjour, oui, c'est en tant qu'ancien président du Comité français pour Yad Vashem que je vais parler, mais aussi quand même, étant donné le sujet que je vais traiter, aussi quand même en tant que président du CRIF. Alors je disais que... Là, vous m'entendez? Là, c'est bon? Alors je disais que oui, c'est comme ancien président du Comité français pour Yad Vashem que je vais parler, mais dans la mesure où il s'agit de l'Iran, vous imaginez bien que je vais aussi en parler en tant que président du CRIF. Alors le terme de négationnisme d'État, et c'est un problème souvent des génitifs, fait que je me suis posé une question quand je l'ai vu. Est-ce que c'est le négationnisme qui est mis en œuvre par les États, ou est-ce que c'est le négationnisme d'un État? Parce qu'en ce qui concerne Israël et en ce qui concerne l'Iran, c'est les deux à la fois. Non seulement ce négationnisme est mis en œuvre par un État, l'Iran, mais ce négationnisme a un objectif qui est la négation d'un État, négation étant le terme le plus soft que l'on puisse imaginer, l'État d'Israël. Et ça, c'est tout de même quelque chose qui est assez particulier par rapport aux autres types de négationnisme d'État dont vous entendrez probablement parler au cours de cette conférence. Alors, le monde a été assez surpris ces dernières années d'entendre le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, prononcer des paroles négationnistes vis-à-vis de la Shoah. Ça a commencé très peu de temps après sa venue au pouvoir, 2005. Il y a eu, dans ce que j'ai noté, quelques points particulièrement saillants, comme en février 2006, un concours de caricatures les demandant aux dessinateurs de faire les meilleures caricatures concernant l'Holocauste, concernant la Shoah. Tout ça, c'était en réponse aux caricatures publiées par le journal danois que vous vous rappelez. Et là, il y a eu des prix et les dessins de ces caricatures étaient particulièrement ignobles. Et puis il y a eu, et ça a beaucoup marqué, cette fameuse conférence de décembre 2006 à Téhéran sur l'Holocauste, sur la réalité, entre guillemets, de l'Holocauste. À cette conférence ont participé une grande partie des noms célèbres du négationnisme. La conférence d'ouverture a été faite par David Duke, qui est un ancien membre de la Chambre des représentants de Louisiane et qui est un des négationnistes les plus virulents et les plus actifs aux États-Unis, et on y trouvait tous les grands noms, par exemple, évidemment, Forisson pour la France. On avait aussi la surprise d'y trouver quelques membres d'une secte ultra-orthodoxe virulemment antisioniste, qu'on appelle les Neturei Karta, qui sont en extrêmement petit nombre, dont une partie se trouve à Jérusalem et une partie se trouve dans la banlieue de New York. Et à chaque fois que Ahmadinejad apparaît dans une conférence, et j'ai eu personnellement l'occasion de le voir à Genève lors de la conférence d'Urban II, vous savez, cette conférence où il a été accueilli par les étudiants du EJF avec des masques, des perruques, et où ce qui l'a rendu véritablement ridicule. Eh bien, à toutes ces conférences, on est sûr de trouver dans les parages
un, deux ou trois juifs très typés, avec les tenues de juifs ultra-orthodoxes venant pérorer pour expliquer que Ahmadinejad est un grand ami des juifs et que ce sont les sionistes qui sont les pires ennemis du judaïsme. Alors, les manifestations de négationnisme de l'Iran ne s'arrêtent pas à ces étapes assez visibles, mais lorsque, par exemple, survient la foire des livres de Téhéran, Téhéran est le lieu de la plus grande foire des livres du Moyen-Orient, la conférence Aladin qui a examiné en mai 2010 le contenu des livres présentés à cette foire, a noté, je crois, 161 livres au contenu fortement antisémite et dont une partie au contenu négationniste, à cette foire qui, comme je vous l'ai dit, est non seulement la plus grande foire de livres du Moyen-Orient, mais la plus grande foire antisémite du monde, et une grande partie de la production antisémite que l'on retrouve aujourd'hui en Moyen-Orient, et elle est importante, provient de l'Iran. Alors, peut se poser un certain nombre de questions sur la signification de cette posture. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre au président iranien? Est-ce que c'est quelque chose qui suit dans une longue ligne l'évolution de la révolution de 1979? Alors, que peut-on dire? Dans le monde musulman, dans le monde arabe, le thème du négationnisme n'avait pas été un thème extrêmement important jusqu'à ces toutes dernières années, lorsque l'on voit les vidéos, lorsque l'on écoute les prêches, lorsque les émissions de radio, parfois les discours de certains responsables de rang inférieur, on se rend compte que ce thème est en train de monter et peut-être, mais peut-être seulement en partie, en lien avec ce qui se passe en Iran. Néanmoins, on cite des déclarations de Nasser dans les années 1956 disant que les 6 millions de morts de 6 millions de juifs exterminés, ça ne pouvait être que c'était une exagération, une plaisanterie et que personne de sensé ne pouvait y croire. On sait que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a commis en 1983, alors que il avait fait ses études à Moscou, avait commis un livre négationniste sur les liens entre les juifs, entre les sionistes et les nazis pendant la guerre. Il n'avait pas nié l'Holocauste, il avait simplement minoré de façon absolument considérable, évidemment totalement mensongère, le nombre de juifs exterminés. J'ai même retrouvé, et là je dois dire que je n'ai pas fait la recherche nécessaire, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche nécessaire, mais j'aimerais bien que cela soit fait. J'ai retrouvé mention sur différents textes que l'on retrouve sur Internet, mais vous savez, comme un texte se réfère à un autre texte et que finalement on ne sait plus quel est le document de base, je le dis avec un certain nombre de guillemets, une déclaration véritablement négationniste, de la part, en 1955 ou 56, de la part du ministre des Affaires étrangères du Liban de cette époque. Alors, le ministre des Affaires étrangères du Liban, effectivement, il y en a eu beaucoup et ça n'aurait peut-être pas d'importance, mais il se trouve que cet homme, qui s'appelle Charles Malik, et qui est un chrétien,
est probablement un des plus respectables parmi, disons, les hommes politiques libanais, philosophes, et puis aussi un des véritables auteurs. Il y en a qui se disent auteurs et qui ne le sont pas, mais lui est un des véritables auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je serais intéressé de savoir si M. Charles Malik a prononcé les paroles négationnistes qui lui sont attribuées sur Internet. On retrouve de temps à autre également des dirigeants dans ces discours négationnistes. Le dernier, M. Rantissi du Hamas, en y était fait une spécialité, et l'ancien président des Frères musulmans, président jusqu'à l'année dernière, Mohamed Mahdi Akef, avait également parlé des mensonges de la Shoah. Donc ça existe, et ça existe de plus en plus, mais il y a une véritable spécificité là-dessus du président iranien. Alors je me suis demandé si cela correspondait à quelque chose en Iran. Vous savez, l'Iran, traditionnellement pour les Juifs, l'image de l'Iran est une image favorable, parce que on se pense à l'édit de Cyrus qui a permis aux Juifs exilés, ou à certains Juifs exilés, de revenir vers leur pays. On pense aux bonnes relations qu'il y a eu entre les Israéliens et les Iraniens dans les années 50 et 60. Mais lorsque l'on fouille d'un peu plus profondément, on se rend compte qu'il y a également autre chose. Il y a d'abord une très importante influence pendant la guerre de l'idéologie nazie. Les relations entre l'Allemagne et l'Iran début du XXe siècle ont été plutôt satisfaisantes, puisque les Iraniens étaient en profonde lutte contre l'envahisseur impérialiste qui était l'Angleterre, alors que l'Allemagne, qui n'était pas un pays impérialiste, amenait sa technologie et était considérée comme un ami. Et ça a continué lorsque les nazis sont venus au pouvoir. Ça a continué d'ailleurs, je vous rappelle, que le père du précédent Shah, qui avait fondé la dynastie des Pahlavis, avait des relations suffisamment amicales avec les Allemands pour qu'en 1941, les Anglais organisent un coup d'État, l'exilent et mettent son fils à sa place. Et lorsque l'on lit le travail remarquable qu'a fait l'historien allemand Matthias Kunzel sur l'antisémitisme et la négation de la Shoah dans le monde musulman, on se rend compte que l'influence des radios en persan nazis a été très grande dans les années 39, 40, 41, et que l'idéologie qu'il transférait, en gros, c'était l'idéologie suivante. Les Anglais sont des impérialistes qui vous oppriment, mais les Anglais eux-mêmes sont dominés par les Juifs. Les Anglais et les Juifs, c'est pareil. Ils voulaient aussi y mettre les Américains, mais pour les Américains, la haine contre les Américains est venue un peu plus tard. Un des hommes qui écoutait sur sa radio ce type de propagande, qui était d'ailleurs fondée aussi sur la description de certaines sourates du Coran, et qui intégrait cette propagande dans ses prêches, était un religieux de Qom, de la ville de Qom, Khomeini. Et je vais vous lire quelques mots d'un livre de Khomeini que vous pourrez trouver également sur Internet, et c'est assez intéressant, personne ne les lit, écrit vers cette époque. Nous constatons que les Juifs, que Dieu les abaisse, ont manipulé les éditions du Coran publiées là où ils habitent. Il nous faut protester pour faire comprendre au monde que ces Juifs et leurs souteneurs ont pour dessein de détruire l'islam et d'établir un gouvernement universel juif. Et comme il s'agit d'un peuple rusé et actif, je crains que Dieu nous en garde à tout jamais, que tôt ou tard il n'arrive à atteindre ce but,
que par la faiblesse de certains d'entre nous, nous nous retrouvions avec un gouvernant juif, que Dieu nous en préserve. Il n'est pas permis à un État musulman d'avoir des relations, alors quelques années plus tard, il n'est pas permis à un État musulman d'avoir des relations commerciales et diplomatiques avec des pays qui sont les pantins des grandes puissances, c'est le cas d'Israël. Tout musulman ayant des relations commerciales avec Israël, ses représentants ou ses agents, est un traître à l'islam, etc., etc. Et l'on retrouve, et j'ai pas pris les pires, mais on retrouve véritablement des déclarations d'un antisémitisme absolument forcené chez l'ayatollah Khomeini. Alors, en ce qui concerne Ahmadinejad, monsieur Duke, dont je vous ai parlé, se vante que lorsqu'il est allé faire un voyage en Syrie où il a été merveilleusement bien reçu comme enfin un envoyé américain que l'on peut respecter, admirer et aimer, il a donné son livre négationniste à un journaliste syrien qui lui-même l'a donné à Ahmadinejad. Est-ce que c'est ça l'origine ? On ne sait pas. En tout cas, l'un des conseillers de Ahmadinejad, qui s'appelle Mohamed Ali Ramin, qui a été l'organisateur de la conférence négationniste de Téhéran, et lui, un négationniste qui a fait qui a fait ses études en Allemagne et qui est un antisémite de la pire espèce, tout à fait classique, et il tourne autour dans l'environnement de Ahmadinejad. Quels sont les mécanismes, le négationnisme ne se limite pas à cela, ça n'est pas une posture intellectuelle académique, bien que Ahmadinejad veuille la faire passer comme telle, en disant cette conférence est une conférence qui montre la liberté d'expression, puisque ces gens qui vont venir, on leur dénie la liberté d'expression dans le pays, et c'est cette route dont on a parlé, je crois, précédemment, qui a été très utilisée par les libertariens, et qui fait croire que être négationniste, c'est être pour la liberté, parce que toutes les opinions sont possibles et toutes les opinions se valent. C'est cette route que voudrait faire croire, que Ahmadinejad voudrait faire croire qu'il la suit. Mais bien entendu, il a d'autres objectifs. Et s'il utilise le négationnisme, c'est bien entendu dans l'idée de la destruction de l'État d'Israël. Alors, vous savez également qu'il a prononcé sur cette destruction de l'État d'Israël des phrases qui ont été considérées par beaucoup comme des appels au génocide, qu'il y a d'ailleurs une réflexion actuellement d'un certain nombre de juristes pour savoir si, en fonction de la Convention internationale sur le génocide que l'Iran, comme d'autres pays, a signée dans le passé, s'il ne pouvait pas être incriminé pour appel au génocide. Un certain nombre de ces partisans, disons, ont expliqué que les termes qu'il avait utilisés avaient été mal traduits, mais en fait, lorsque on écrit sur des fusées qu'elles sont destinées à détruire l'État d'Israël, ça ne signifie pas que l'on veut simplement détruire le régime particulier qui se retrouve dans l'État d'Israël, c'est qu'on veut bien détruire le pays d'Israël tel qu'il est à l'heure actuelle. Pour détruire Israël, pour appeler à cette destruction d'Israël, les techniques antisémites classiques éprouvées sont utilisées dans la littérature iranienne, comme elles sont utilisées chez le Hezbollah, avec des séquences sur le meurtre rituel, des séquences sur tous les thèmes antisémites, protocole des sages de Sion, l'emprise des Juifs sur tous les moyens de communication. Tout cela se retrouve de façon tout à fait courante et habituelle
on retrouve également ce qui était une caractéristique du nazisme et qui est également indispensable et qu'on peut retrouver dans certaines sourates d'ailleurs pour l'utiliser, le fait que les Juifs Israël essentiellement, sont considérés comme une verrue, comme un parasite, comme un microbe, enfin toutes ces comparaisons bactériologiques dont Hitler a fait son miel et dont l'objectif est très clair puisqu'il vise à déshumaniser l'adversaire. On retrouve également, dans un thème qui se rapproche de celui de la crucifixion de Jésus, tout le mal toutes les manigances des Juifs contre Mahomet qui ont voulu l'assassiner. Tout cela, lorsque cela s'accompagne avec le négationnisme de la Shoah, ce négationnisme joue un rôle très spécifique. Quels que soient les crimes qu'auraient commis les Juifs, le fait qu'ils auraient été exterminés est un élément de sympathie vis-à-vis d'eux. Le fait, au contraire, qu'ils fassent passer pour extermination qu'ils fassent croire qu'ils ont été exterminés alors qu'ils ne l'ont pas été, évidemment, c'est un crime supplémentaire contre eux qui montre tout le mépris que l'on peut avoir pour eux. Donc le négationnisme joue un rôle extrêmement utile dans ce cadre. J'ajoute aussi qu'on laisse toujours la possibilité dans une version plus soft que Ahmadinejad a d'ailleurs utilisé parfois. De toute façon, s'il y a eu des crimes contre les Juifs, c'est aux Européens de leur laisser un territoire et ça n'est pas à l'islam. Il y a là une fixation qui, même si on retrouve ces antécédents, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire récente de l'Iran, et même si on retrouve également sa finalité dans la version de l'islam extraordinairement agressif qui est propagée par Khomeini, mais il y a là aussi des objectifs véritablement politiques dans ce négationnisme et dans cet appel à la destruction de l'État d'Israël. Il faut bien comprendre que pour Ahmadinejad, ça le pose comme celui qui s'oppose le plus fermement et le plus durement au monde occidental. Il n'a pas peur d'affronter le monde occidental tout entier. C'est donc un héros. Deuxièmement, dans la politique qui était déjà celle de Khomeini, qui visait au développement du chiisme, mais un développement du chiisme en essayant de réduire au minimum les conflits avec un monde sunnite avoisinant, la meilleure façon de se faire connaître, aimer, apprécier et de devenir le leader de la rue arabe, si tant est qu'il existe une rue arabe, on est en train actuellement d'en avoir éventuellement la confirmation, si tant est qu'il existe une rue arabe, pour un leader chiite, la meilleure façon de se faire accepter comme leader du monde musulman, c'est d'être le plus en pointe contre celui qui sert d'ennemi commun et qui est l'État d'Israël. Et donc, de ce point de vue, le négationnisme de Ahmadinejad, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas uniquement le négationnisme de la Shoah, mais qui est aussi le négationnisme de l'État d'Israël, est une arme politique extrêmement bien organisée, extrêmement bien pensée, et lorsque l'on considère que cet homme qui croit véritablement, je pense, à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, peut être le maître et le possesseur d'un armement nucléaire,
eh bien je pense que nous pouvons avoir froid dans le dos. Je vous remercie.